Donc, bonjour à tous, je m'appelle Chris Doran, je suis un spécialiste des ventes techniques pour ITM Instruments. Merci de nous avoir rejoints pour notre webinaire aujourd'hui présenté par ITM Université. Ce sujet d'aujourd'hui, c'est la sécurité de l'appareil électrique avec Fluke. Nous couvrirons une bonne quantité d'informations dans les prochaines 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin de la présentation pour les questions et réponses. Nous vous encourageons à poser des questions tout au long de la présentation. Utilisez simplement la fonction de chat et nous répondrons à vos questions à la période des questions et réponses. ITM et Fluke travaillent en étroite collaboration depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux distributeurs de Fluke au Canada. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise en matière de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de perfectionnement en métrologie, thermographie, analyse de vibration, infilmétrie, ultrasons et analyse de puissance. Représentant technique en équipement de test et mesure depuis 30 ans, donc à plus de 25 ans avec ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Eh bien, bonjour tout le monde. Comme Chris vient de le mentionner, je suis rendu avec une carte avec 3 côtés pour être capable de mettre toutes les petites choses que j'ai suivies au cours des ans. C'est sûr, certain, ça me fait toujours plaisir de partager les informations que j'ai acquises. Dans certains cas, comme aujourd'hui, c'est un sujet qui est super important. C'est peut-être pas le sujet le plus glamour, le sujet le plus hype à faire, mais c'est quelque chose d'important parce que ça peut sauver des vies. Comme je me souviens, là, plusieurs années, on a parlé beaucoup au niveau de la voiture, de l'importance d'avoir sa ceinture et ainsi de suite. Ben, niveau électrique, c'est peut-être un domaine où on a pris pour acquis que c'était quelque chose qui n'était pas dangereux. À force de travailler avec l'électricité, à un certain moment donné, on vient à oublier les dangers réels. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est réellement une petite mise à jour sur l'importance de travailler de façon sécuritaire pour que la plupart d'entre nous, même pas la plupart, on veut que tous d'entre nous puissent passer du bon temps et continuer de profiter de la vie et de pouvoir faire les choses qui nous intéressent. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la sécurité avec les appareils électriques avec Fluke. On va regarder les différentes façons de faire des mesures de façon sécuritaire. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler de façon sécuritaire et s'assurer de retourner chez nous le soir? L'estimation de l'industrie. Ben, on a beau dire qu'on n'entend pas souvent parler des problèmes électriques, il y en a régulièrement. Aux États-Unis, entre autres, on parle de 5 à 10 incidents d'arc électrique qui se produisent à chaque jour. C'est sûr, ça ne fait pas la première page des journaux comme on voit là, qui arrive à l'occasion, comme la petite annonce qu'on a à gauche, où malheureusement, il y a des employés qui ont été blessés. Souvent, ça va passer inaperçu. 77% des blessures électriques enregistrées étaient dues à des incidents d'arc électrique. Chaque année, il y a plus de 2000 personnes qui sont admises dans des centres de grands brûlés avec de graves brûlures par arc électrique. Comme je disais tantôt, c'est quelque chose qu'on a comme, je pense qu'on ne veut pas y penser et on s'imagine que c'est sécuritaire. Mais non, il y a des dangers à travailler avec l'électricité. Les risques d'électrocution, ben, c'est énorme. Moi, je me souviens quand j'ai suivi mes cours au cégep, mon professeur qui nous montrait réellement le bon exemple, il nous expliquait de toujours travailler avec une seule main, mais que lorsque lui jouait d'un panneau, c'était pour aller plus vite avec ses 2 mains. C'est qu'à un certain moment donné, on oublie le danger. Quand on parle d'un choc, ben, un choc, c'est un contact avec toute source d'électricité qui provoque un courant suffisant à travers la peau, les muscles ou les cheveux. On ne parle pas de choses extrêmes. Un choc peut provoquer une électrocution et même la mort. C'est sûr que ça va dépendre de la quantité de courant qui va passer à travers ton corps. Si tu es chanceux, puis c'est juste un petit choc, 1 milliampère, donc tu vas avoir une légère sensation de picotement.
Ça pourrait être dangereux, mais en général, on va survivre à ça sans problème. Si on a un peu plus, on va chercher, mettons, du 5 mA. Bien là, on va commencer à avoir un léger choc ressenti. C'est pas encore là douloureux, mais c'est dérangeant. Puis, en général, les individus moyens vont être capables de lâcher prise. Donc, un choc comme ça va arriver, puis on va être capable de reculer, lâcher prise. On peut avoir des fortes réactions involontaires au choc dans cette plage, puis ça peut entraîner des blessures. Mais c'est sûr que si tu es sur un escabeau, en train de changer une fixture, puis que tu as un choc, mais peut-être que le choc électrique ne te blessera pas lui-même, mais si tu fais un mouvement de recul, puis tu étais dans l'escabeau, puis tu tombes de 10-12 pieds, bien, tu vas peut-être avoir une autre blessure. Donc, c'est quelque chose qui est indirectement relié à ton choc. Si on va un peu plus, 6 à 16 mA, on ne parle pas encore là de grosses quantités, on parle de 16 mA. Là, ça commence à être douloureux. Là, on va commencer à perdre le contrôle musculaire. Là, on peut avoir une chute, même si on est directement au sol. Puis, c'est désigné sous le nom de courant de congélation, ou si on a mieux, la plage de lâcher-prise. Là, c'est à cet endroit-là, dans cette zone-là, qu'on commence à arriver au moment où, si on a un choc, puis qu'on est en train de tenir quelque chose, qu'on va le tenir, puis qu'on ne soit plus capable de lâcher. En haut de 17 mA jusqu'à 99, là, c'est une douleur extrême. On peut avoir des arrêts respiratoires. On peut avoir une contraction musculaire sévère. Puis à partir de là, on n'est plus capable de lâcher prise. Puis là, c'est là que la mort devient possible. 100-200 mA, fibrillation ventriculaire. C'est un pompage irrégulier puis non coordonné du cœur. C'est une contraction musculaire, ça peut être des lésions nerveuses qui vont commencer à se produire. Puis là, la mort est rendue probable, et plus juste possible, est rendue probable. Puis si tu as plus que 2000 mA, ben là, c'est arrêt cardiaque, lésion des organes internes, brûlure grave. Puis la mort est plus que probable dans cet endroit-là. Si tu n'es pas mort, ben, tu vas être quand même très hypothéqué. Fait qu'on voit, là, on parle quand même là, de courants qui peuvent devenir, à un certain moment donné, très dangereux. C'est quoi les risques liés à un arc électrique? Bien, premièrement, ça peut être créé par un court-circuit entre les phases à phase, entre la phase à terre. Puis là, à ce moment-là, ce qui va se produire, c'est que le courant va commencer à passer dans l'air. Donc là, à ce moment-là, on va se servir de l'air comme conducteur. L'air ionisé va devenir du plasma, puis là, à ce moment-là, ça devient un bon conducteur. Puis une fois qu'un arc commence à se nourrir de toute matière sur son chemin, ça va se vaporiser. La durée, c'est inférieur à 1 seconde. Donc, on parle réellement d'un événement très rapide, mais avec une puissance extrême. Quand on parle d'acte électrique, on peut parler d'événements qui vont aller à une vitesse au-delà de 1100 km/h. On peut avoir des températures de plus de 20 000 degrés Celsius qui vont être atteintes. Donc, ça peut devenir réellement quelque chose de grave, surtout lorsque l'arc devient un souffle d'arc, ou si on aime mieux un arc blast. Là, à ce moment-là, c'est là que les températures augmentent, c'est là que ça devient extrême. Là, on va attendre nos 20 000 degrés. Au début, le petit arc, c'était pas pire, mais là, quand ça devient un arc blast, là, ça devient explosif. Donc, c'est un résultat explosif d'un défaut d'arc. Les conducteurs vont se vaporiser, sont rapidement expulsés, puis ça va créer des risques. Ça peut être chaleur interne, ça peut être un nombre de chocs thermoacoustiques, ça peut être du métal en fusion. Sharpnel, ça c'est un mot français que je ne connaissais pas, mais sharpnel, ce que c'est des résidus d'un obus. Donc lorsqu'un obus explose, les projectiles qui partent de l'obus, un des mots qu'on utilise pour ça, c'est sharpnel. Donc c'est réellement là pour te dire que rendu là, c'est une bombe. Ça vient d'exploser. Puis là, tu commences à voir les objets qui revolent. Tu vas avoir une lumière aveuglante qui peut être au point justement de te rendre aveugle si c'est trop persistant. Tu vas avoir des fumées toxiques, puis là, les contacts avec des composantes sous tension. C'est un événement que personne d'entre nous veut avoir à vivre. Donc, on va essayer de tout faire pour se protéger. C'est quoi qui cause ces incidents-là? Bien, ça peut être aussi bête que d'enclencher un disjoncteur. L'insertion ou le retrait d'un disjoncteur sur un bus sous tension peut créer un arc.
Parce qu'en déplaçant, ben, on peut avoir à un certain moment donné l'air qui va devenir notre conducteur, comme j'expliquais tantôt, puis on va avoir un arc qui va se former à ce niveau-là. Ça peut être aussi lorsque le câblage d'un panneau est desserré. Donc, un conducteur qui est desserré, qui court-circuite un autre conducteur à la terre. Ça peut être lorsqu'on retire les couvertures de panneau. Lorsqu'on ouvre le panneau, ben, on peut avoir les vis de fixation du panneau ou même les fixations elles-mêmes qui vont tomber dans le panneau qui n'est pas sécurisé. Puis là, ça peut aller sur un boss sous tension. Puis à ce moment-là, ben, on peut créer un arc électrique. Ça peut être un outil à main qui est en court-circuit entre deux phases. Tu sais, si tu te sers d'un tournevis qui n'est pas isolé, ben, c'est peut-être un petit peu dangereux. Un électricien expérimenté, il a beau couper un câble sous tension avec son cisaille à câble, ben, si la poignée du cisaille va toucher une autre phase en même temps, ben, là, il peut créer un arc. Ça peut être l'utilisation de sondes de test incorrectes. Ça, c'est une des choses. Au cours des ans, les régulations, les règlements ont changé parce qu'on a commencé à réaliser certains dangers. Fait qu'on a tous des vieux test leads qu'on sert depuis des années et des années. Que là, on va parler d'avoir des points qui sont à découvert de 3/4 de pouce. C'est pas très long. Mais dans certains cas, ces test leads-là de 3/4 de pouce peuvent devenir dangereux. Fait que l'utilisateur qui est distrait, qui va glisser sa main lors d'une mesure phase à phase ou phase à neutre, puis qui utilise des sondes qui sont trop découvertes, on peut avoir une problématique. Fait que si vous avez des vieux test leads, ça serait peut-être quelque chose à envisager. Mauvaise utilisation des outils de mesure. Ben, mesure à travers les phases avec un ampèremètre en ligne, ça peut créer un court-circuit. Mesurer la continuité sur un circuit sous tension avec un outil qui ne peut pas supporter la pleine tension, ça peut être une problématique. Court-circuit accidentel de phase avec un cordon de mesure, problématique. Pointe trop longue pour la catégorie de sécurité. Fait qu'on va regarder les différentes sources, puis pas les différentes sources, mais les différentes façons qu'on peut se protéger. Fait que lorsqu'on parle des erreurs au niveau des outils de mesure, bien, c'est sûr que la connexion de multimètre à une source sous tension avec le multimètre configuré pour les mesures d'ampères en ligne, donc le mode d'ampère sur un compteur, ça peut créer un court-circuit. Le fait de mesurer la résistance ou la continuité sur un circuit sous tension, bien là encore là, on peut avoir un problème. Donc, la plupart des compteurs qui sont plus anciens, ils n'ont pas réellement les protections internes pour nous protéger si ça arrive. On en a vu de toutes les sortes. Il y en a beaucoup qui vont servir de leur pince ampère-métrique. La pince comme système de retenue. Donc, ils vont aller mettre la pince sur une phase pour aller prendre la mesure électrique de tension. C'est pas une bonne pratique à faire, ça. C'est réellement, ça peut même devenir dangereux parce que là, tu as différentes sources qui peuvent rentrer en conflit. Fait que c'est réellement des choses qu'on ne veut pas voir. Fait que, comme je disais tantôt, si tu es en mode résistance, puis tu t'en vas te brancher sur du 600 volts, puis ton multimètre est en mode résistance, bien, c'est mieux d'avoir un appareil qui est réellement bien protégé pour ça. Il faut suivre les directives de l'industrie. Donc, à mesure que l'environnement de travail et le type de travail devient de plus en plus dangereux, le besoin de protection augmente. On va parler de NFPA 70E ou au Canada, on va parler beaucoup de CSA ZEV 462. Donc, c'est des normes de sécurité là, qui existent. C'est des pratiques de travail qui sont liées à la sécurité. C'est aussi l'entretien des équipements de sécurité. Il y a des équipements, mais il faut qu'on suive les recommandations du manufacturier ou des différentes normes de sécurité pour l'entretien. L'exigence de sécurité pour les équipements spéciaux. L'exigence des installations qui sont liées à la sécurité. Donc, comme on disait tantôt, NFPA 70E, c'est une norme pour la sécurité électrique sur le lieu de travail. Puis la dernière version, c'est la 2021. On va commencer par les EPI, les équipements de protection individuelle. Il n'y a pas si longtemps, un électricien, ça travaillait avec une chemise bien ordinaire, puis ses mains. Très rarement, tu le voyais avec des gants. Mais là, on sait maintenant que c'est trop dangereux. Fait que là, on a commencé à sortir des catégories EPI, puis ça va être utilisé pour déterminer l'indice d'arc nécessaire d'un vêtement
porter pendant une tâche donnée. Donc, dépendant de la classe qu'on a, on peut avoir des EPI de niveau 1, de catégorie 1, 2, 3 ou 4. Fait que ça, c'est réellement la protection supplémentaire. Quand on est rendu à une catégorie 4, on est rendu à 3 couches et plus de vêtements, un par-dessus l'autre. Ça va toujours être des vêtements qui vont être faits pour ne pas coller à la peau. Fait que c'est pour ça que même les sous-vêtements qu'on porte, ça devrait être des sous-vêtements en coton. On ne devrait pas avoir aucun vêtement de fibre qui n'est pas naturel, parce que si jamais on a un arc, ça peut venir et coller sur nous. Moi, je me souviens quand j'avais suivi un cours de thermographie électrique, quand tu m'avais parlé de ça, première chose que j'ai faite le soir quand je suis arrivé à l'hôtel, c'est que j'ai trouvé le premier Walmart sur mon chemin, puis j'ai été changer tous mes sous-vêtements. J'ai dit, plus jamais je vais prendre la chance si je suis en usine. Fait que c'est des petites choses comme ça là, pour se protéger. Plus l'environnement électrique est élevé, plus le pays doit être solide pour résister à un incident d'arc électrique. Fait que c'est toujours le côté de protection. C'est comme notre ceinture de sécurité de tantôt. Tant qu'on n'a pas d'accident, on n'a pas de besoin. Mais la journée qu'un accident arrive, on est content d'avoir cette ceinture-là, on est content d'avoir cet équipement-là. Les distances de travail. Bien, c'est sûr et certain que lorsqu'on va travailler côté électrique, qu'on va avoir ce qu'on appelle une zone exposée, donc lorsque le panneau est ouvert, bien, il y a différentes limites qui peuvent s'appliquer. Fait que généralement, on va avoir ce qu'on appelle la limite d'arc électrique. Donc ça, c'est la distance à laquelle on peut être installé sans aucun problème. Donc ça pourrait être un exemple, le thermographe. Donc si c'est un thermographe dans ton usine qui vient faire une visite, bien lui, généralement, il va être installé plus loin, il va prendre des photos. Encore là, il y a besoin à ce moment-là d'avoir une caméra appropriée pour être capable de prendre une distance sécuritaire. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir tout le scaphandre que tu pourrais avoir si tu es plus proche. Donc, les limites vont s'appliquer lorsque les travailleurs sont exposés à des conducteurs électriques sous tension ou à des pièces en circuit. On a ensuite de ça la limite d'approche limitée, où là, c'est un espace qui est plus proche. À partir de là, on va avoir certains équipements de protection, pas nécessairement les protections de niveau 4, mais là, à ce moment-là, on est dans une zone d'approche où on a un espace limité. C'est pas n'importe qui. Normalement, ça va être les personnes qui vont aller à travailler dans le panneau. Puis, lorsqu'on est rendu réellement au panneau, bien là, c'est l'espace restreint. Là, c'est réellement la limite que là, c'est juste la personne qui va travailler, qui va être à cet endroit-là. Donc, lui, va avoir les équipements nécessaires pour se protéger. Fait qu'il y a différents niveaux dépendant de l'ouvrage qu'on doit faire. Les outils. Bien, les outils font partie des EPI. C'est sûr et certain que si tu as un tournevis ordinaire ou des pinces ordinaires qui ne sont pas isolées, bien, à ce moment-là, ça peut devenir un certain danger. Fait que d'avoir des outils adéquats, des outils qui vont être certifiés 1000 volts, 1500 volts, bien là, à ce moment-là, c'est un outil qui est isolé, puis tu as juste les extrémités qui peuvent créer une problématique, mais au moins, tu es protégé personnellement. Si tu utilises des outils de manière non conforme aux instructions, bien, tu risques de détériorer la protection. Juste le stockage. Les outils portables isolés doivent être rangés correctement afin de réduire les risques de dommages des parties isolées. C'est sûr que si tu prends tous tes tournevis, tu as payé un peu plus cher parce que tu les as achetés isolés, puis tu les mets dans un sac tout croche, puis que là, avec le frottement, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, ton isolant va s'isoler. Va s'isoler. Ton isolant va se détruire, puis à un certain moment donné, tu n'es plus isolé. On doit toujours, avant l'utilisation d'un appareil, faire une inspection. Est-ce que mon outil, est-ce que je regarde la partie isolante, puis là, je vois qu'elle est toute grugée par justement le frottement, parce que la dernière fois, je m'en suis servi, je me suis servi de mon tournevis pour ouvrir une boîte, puis j'ai frotté sur le bord de la boîte, puis à ce moment-là, j'ai coupé l'isolation. Bien là, à ce moment-là, cet appareil-là, il doit être inspecté, puis il doit être mis de côté. On ne doit pas travailler avec un appareil qui est rendu dangereux. Il faut respecter les températures. Bien, il y a différentes catégories d'isolation selon les températures. Les outils portables isolés ne doivent pas être utilisés dans des environnements dont la température est comprise entre -20 et 70.
Puis si tu as un outil marqué d'un C, bien là, tu peux travailler entre moins 40 et 70. Est-ce que vous avez déjà vérifié ça? Si tu travailles en plein hiver à l'extérieur, ben, peut-être que ton isolation n'est pas adéquate pour le type de job que tu fais. Puis, un examen régulier, puis des tests électriques. Donc, on recommande un examen visuel annuel par une personne dûment formée pour déterminer si l'outil peut être utilisé ou non. Si un test électrique est demandé par réglementation nationale ou dans le cas de doute après un examen visuel, bien là, à ce moment-là, il existe aussi des tests diélectriques qui peuvent être faits selon les normes IEC 60900 pour les outils portables isolés. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Fait que tous les outils devraient être isolés, puis deuxièmement, doivent être vérifiés sur une base régulière. Les instruments de test font partie des EPI. Ça doit être évalué pour les circuits et les équipements auxquels ils seront connectés. Ils doivent être conçus pour l'environnement auquel ils seront exposés et la manière dont ils seront exposés. Ils doivent être inspectés visuellement avant l'utilisation. Un équipement défectueux ou endommagé doit être réparé et testé avant d'être réutilisé. Moi, je me souviens, il y a 20-30 ans, on avait eu un technicien qui nous avait amené un appareil, une pince ampère-métrique. La pince était plus fonctionnelle. Donc, on l'avait réellement là, tout tapé, tout le kit, on ne peut plus te servir de ça. Première affaire qu'on sait, bien, le technicien qui avait un problème budgétaire probablement, a essayé quand même de se servir de sa pince, malgré le fait qu'on l'avait indiqué comme quoi que c'était un appareil dangereux puis qui était endommagé. Fait qu'il était prendre une lecture, il pensait qu'il n'y avait aucune tension, puis il a pogné un choc. Il était en mot à dire après nous, ben, excuse, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. L'appareil était dangereux, tu ne devais pas l'utiliser, il était défectueux. L'isolation des outils de protection, y compris les indicateurs de test, doit être vérifiée par des tests et des inspections. Donc, il y a différents standards encore là pour ça. Fait que les appareils doivent être testés et vérifiés. Les tests en 3 étapes. Il faut vérifier le fonctionnement d'un testeur de tension. Donc, avant de commencer le test d'absence de tension, on va vérifier l'instrument de test pour s'assurer qu'il fonctionne correctement, conformément à la norme NFPA 70E. On va porter un équipement EPI approprié. On va mesurer une tension similaire à la tension de l'équipement sur le point d'être testé. Cela inclurait si c'est AC ou DC et approximativement la même amplitude. Ce qu'on veut dire, on a une lecture à prendre sur un circuit X. On va prendre un circuit Y qui a une tension similaire, puis qu'on sait qu'il est fonctionnel, puis on va aller vérifier notre mesure. On a une mesure adéquate. Là, après ça, on va retourner sur notre circuit X, puis là, on va faire notre test. Là, à ce moment-là, on va tester, puis là, maintenant, si le circuit est censé être hors tension. Fait que là, maintenant, on peut confirmer avant d'aller mettre nos mains sur des fils, il y a de l'électricité ou il n'y en a pas. Une fois que le test est terminé, on va revérifier la fonction du multimètre. Fait que, normalement, j'ai mon circuit X, mais je vais aller sur le circuit Y. Je vois que mon multimètre fonctionne. Je m'en vais sur le circuit X. Je vérifie qu'il n'y a pas de tension. Mais je vais aller me vérifier sur le circuit Y, juste pour être sûr qu'entre-temps, il n'est pas arrivé une problématique. Mes piles sont mortes dans mon multimètre, j'ai débranché les fils, quoi que ce soit. Bien là, à ce moment-là, je me revérifie. Oui, mon appareil fonctionne bien, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'électricité sur mon circuit, puis je vais aller mesurer. Je vais aller pouvoir travailler de façon sécuritaire. Fait qu'une fois qu'on a fait notre test, on revérifie toujours notre appareil. Donc, c'est les 3 étapes. Tension, hors tension, tension. Donc, comme on disait tantôt, vérifier le bon fonctionnement des outils de test sur une source de tension connue avant et après la réalisation des tests de tension. On a plusieurs choix. On peut utiliser une prise électrique, ça c'est pratique lorsqu'il y en a une de disponible. On peut accéder au conducteur sous tension, donc le circuit à côté, un exemple. Mais ça présente un risque. Il faut avoir les équipements d'EPI adéquats et ainsi de suite. Puis dans certains cas, ben, si je suis sur un réseau qui n'est pas supposé d'être alimenté, comment que je peux faire pour m'assurer que mon appareil est fonctionnel?
Bien, il existe maintenant un appareil de vérification, le PRV 240, qui va fournir une tension AC ou DC de 240 volts. Donc, ça me permet maintenant, avec la petite boîte jaune que vous voyez à droite, de pouvoir vérifier mon multimètre avant d'aller faire mon test et de me revérifier une fois que j'ai fait mon test pour m'assurer que mon appareil est toujours correct. Lorsque les instruments de test sont utilisés pour tester l'absence de tension sur des conducteurs ou des points de circuit qui fonctionnent à 50 volts ou plus, le fonctionnement de l'instrument de test doit être vérifié par une source de tension connue avant et après qu'un test d'absence de tension soit effectué. Ça, c'est également écrit dans la norme NFPA 70E. Fait que c'est pas « Ah, ça serait le fun que… » Non, c'est quelque chose qu'on doit faire. L'essentiel, la sécurité avant tout. Dans la mesure du possible, travaillez sur des circuits hors tension. Suivez les procédures de verrouillage et d'étiquetage, donc lock-in puis tag-out appropriés. Utilisez les outils bien entretenus et des EPI appropriés, conformément à la norme NFPA 70E. Lunettes de sécurité, outils isolés, gants isolants, vêtements anti-arc, écran anti-arc, combinaison éclair, tapis isolant, etc. On ne travaille jamais seul. C'est une des choses qui est très importante. On va pratiquer des techniques de mesure sécuritaire. Donc, on va connecter toujours le fil de mise à la terre en premier, puis le fil chaud, le fil vivant en second. On va débrancher d'abord le fil chaud et ensuite la mise à la terre. On va utiliser la méthode de test vivant-mort vivant qu'on vient d'expliquer tantôt. Donc, on teste notre circuit, on vérifie notre appareil, on vérifie si j'ai de l'électricité, puis on va vérifier notre appareil. On va tester le circuit connu, donc on va mesurer le circuit cible, puis on va tester à nouveau le circuit connu. Assurez-vous que votre équipement de test respecte ou dépasse la norme de l'industrie. Afin d'offrir une meilleure protection aux électriciens, des normes ont été élaborées pour des équipements de test utilisés dans des environnements de 1000 volts ou moins, y compris les circuits triphasés 480 volts et 600 volts. C'est la norme CEI 61010. Équipement de test et de mesure de contrôle basse tension. Les transitoires peuvent déclencher un arc électrique. C'est quoi qui cause un transitoire? Bien, comme on disait tantôt, ça peut être une coupure de moteur ou d'une autre charge inductive, le dysfonctionnement de l'équipement, une commutation de charge utilitaire, un variateur de vitesse, la foudre. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent créer un transitoire. Les transitoires sont invisibles et largement inévitables. Ça peut durer moins de 100 millisecondes. Il y en a que c'est même beaucoup plus rapide que ça. Mais ça peut être extrêmement dangereux. Donc, ça peut surmonter la protection d'entrée de l'équipement de test qui peut provoquer un arc ou un court-circuit dans votre testeur. L'emplacement ou le classement des catégories de mesure. Donc, le niveau et l'énergie des impulsions de tension dépendent de l'emplacement. Plus l'emplacement est proche de l'alimentation secteur, plus le courant de défaut disponible est élevé et plus la catégorie est élevée. CEI 6110 définit 3 emplacements ou catégories de mesure. Catégorie 4, ça c'est des systèmes triphasés à la connexion secteur, tout conducteur secteur extérieur. Catégorie 3, c'est distribution triphasée, y compris l'éclairage commercial monophasé, puis les charges connectées à une prise monophasée, ça c'est la catégorie 2. Fait que grosso modo, ben, dépendant si tu fais juste travailler sur une soudeuse ou si tu es rendu au niveau des moteurs électriques ou si tu travailles au panneau électrique, ben là, tu vas passer d'une catégorie 2 à une catégorie 3 à une catégorie 4. Le plus grand danger des transitoires se situe dans les catégories élevées, car ils pourraient déclencher une explosion d'arc. C'est sûr et certain que quand tu es au niveau du catégorie 4, c'est là que la tension, c'est là que la puissance est la plus élevée. Fait que s'il y a un problème à cet endroit-là, ben c'est sûr que le résultat va être beaucoup plus grand. Tout d'abord, connaître la catégorie. Donc, c'est très important, on l'a vu tantôt. Est-ce que vous travaillez dans une catégorie 2, 3 ou 4? Et ensuite de ça, on va choisir la tension nominale appropriée. Est-ce que tu travailles sur des circuits 1000 volts, 600 volts, 300 volts?
L'équipement peut être à double classification, donc ça peut répondre à 2 exigences. Si vous mesurez des circuits de puissance, vous devez utiliser un multimètre catégorie 3, 600 volts ou catégorie 4, 600 volts. Normalement, quand tu as un catégorie 4, tu peux avoir en même temps catégorie 4, 600 volts, puis catégorie 3, 1000 volts. En plus, les cordons de mesure et des sondes doivent être adéquats. Tu as un multimètre qui est protégé, mais tu t'en vas, tu t'es fait des fils, puis tu n'as pas une bonne isolation, bien, ça peut être dangereux. Moi, j'en ai vu de toutes les sortes. À un certain moment donné, on a eu un client qui voulait acheter des petits multimètres de poche avec les fils, la grosseur d'un cheveu, pour aller mesurer du 600 volts. Puis là, il était là, il dit « Ouais, mais les techniciens sont vite, ils vont juste aller toucher. » Je dis « Voyons, c'est pas aussi dangereux. Là. Il faut être logique. Il faut que tout soit protégé le long de la chaîne. C'est le multimètre, les tests libres qui vont avec. Tension nominale, quant à elle, ça peut être trompeux. Donc, catégorie 3, 1000 volts. Ben, je vais recevoir des transitoires jusqu'à 8000 volts. C'est plus sécuritaire que si j'ai un catégorie 3, 600 volts. Lui, il va recevoir des transitoires de 6000 volts. En résumé, et le plus important, connaissez la catégorie de mesure et la tension dans laquelle vous travaillez. Recherchez le marquage 4 entre les prises d'entrée. Donc, lorsque tu arrives, tu vois sur les différents appareils, ça va être indiqué. Si ton appareil n'est pas indiqué, ben c'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est un appareil qui est trop vieux, puis probablement qui n'est pas protégé. Donc, l'équipement de test doit être testé, marqué et certifié de manière indépendante. Lire et comprendre les instructions du fabricant, ben c'est sûr et certain qu'avant de se servir d'un multimètre, on devrait toujours lire le manuel d'instruction. Malheureusement, l'être humain étant ce qu'il est, en général, on ne fait pas ça, on n'a pas le temps. Mais ça serait peut-être une bonne pratique lorsque vous avez un nouvel appareil, de prendre le temps de lire le manuel, puis par la suite, là, on va s'en servir. Donc, vous avez un vieux multimètre. Si on prend le Fluke série 70, c'est un appareil que j'ai connu à ses tout débuts. Donc, ça a été sur le marché à partir des années, du début des années 80. Bien, c'est un appareil qui n'a pas de protection. Pourquoi? Parce que dans ces années-là, on n'était pas au fait de ces problématiques-là. Puis, ce qui est arrivé, bien, c'est sûr que cet appareil-là, autant que c'est un bon multimètre, bien, il n'est pas protégé. Si on va chercher un appareil qui a été fait à la fin des années 80, comme le Fluke 87, ben lui, il n'y a pas, encore là, il n'y a pas toutes les protections adéquates. Fait que si tu n'as pas la protection catégorie 3, catégorie 4, ben c'est signe que tu devrais changer ton appareil. C'est pas un appareil, si tu travailles sur 600 volts, qui est protégé. Les compteurs et les testeurs conçus et fabriqués avant 97 ne respectent plus le code et doivent être remplacés. Donc, c'est pas juste un « j'aimerais que », c'est un « tu dois ». Les tests et certifications indépendantes. Tu as des appareils qui sont répertoriés et tu as d'autres appareils qui sont conçus pour. La norme CEI, c'est une norme qui établit ce qui doit être fait, mais qui ne teste pas et n'inspecte pas la conformité. Donc, lorsqu'on parle d'un appareil qui a juste indiqué CEI, c'est qu'il a été conçu pour respecter la norme, mais il n'a pas été testé. Il y a certains fabricants qui vont dire que ça a été conçu selon la norme, et ainsi de suite. D'autres appareils sur le marché vont avoir les répertoires UL, CSA, TUV. Mais ça, c'est des organismes, des agences indépendantes qui vont avoir testé l'appareil puis qui sont sûrs qu'il est conforme à la norme. Donc, idéalement, on devrait utiliser un appareil avec ces normes-là pour notre sécurité. Le testeur doit être un test indépendant, marqué et certifié. Quand un appareil CSA, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vérifié et qui l'a testé. Conçu pour protéger. Les dispositifs de protection intégrés protègent contre les risques de sécurité les plus courants. Transitoire haute tension et risque d'arc électrique. Contact de tension en mode continuité ou résistance. Mesure de tension pendant que les cordons de test sont branchés dans les prises d'ampérage. Un compteur Fluke de qualité industrielle consacre 10 à 15 de ses composantes exclusivement à la protection. Donc, comme on disait tantôt,
tu vas avoir au niveau de la tension tes catégories, puis tu vas avoir au niveau de tes autres entrées différents systèmes de protection, dont les fusibles. Quand on parle de protection supplémentaire, ben, ça va être justement les fusibles. Donc, Fluke intègre des fusibles haute énergie, spécialement conçus dans nos multimètres numériques, conçus pour maintenir l'énergie générée par un court-circuit électrique dans l'enceinte du fusible, limiter le temps d'application de courant de quantité et la quantité d'oxygène disponible pour la combustion. C'est également des fusibles, il y a comme un sel à l'intérieur, puis lorsque le fusible ouvre, il empêche toute conduction électrique. En plus de l'élément fusible spécialement conçu, le fusible haute énergie est rempli de sable. La température élevée, jusqu'à 10 000 Fahrenheit, générée par l'énergie, feront fondre le sable et le transformeront en verre, étouffant la boule de feu et coupant l'oxygène disponible. Effectuer une inspection des cordons de test. Donc, encore là, est-ce que c'est la bonne catégorie selon le test que je veux faire? Est-ce que les fils ont l'air usés? Est-ce que les connecteurs sont blindés? Est-ce que j'ai les protège-doigts? Donc, le petit rebord qui empêche tes doigts de passer plus loin. L'isolant, est-ce qu'il est endommagé, fondu, coupé? En passant, c'est pas une bonne habitude de tourner tes fils alentour de ton multimètre, parce que souvent, en faisant ça, tu vas étirer ton fil, puis à un certain moment donné, ben, tu vas l'endommager. Connecteur, si tu n'as aucune isolation qui est retirée des connecteurs d'extrémité, donc on va être sûr que tout est bon. L'embout de la sonde, pas desserré ou cassé, trop court. Pointe de sonde exposée, 4 mm dans les environnements catégorie 3 ou catégorie 4. Donc, la double isolation, les protège-doigts, les carénages et les prises d'entrée encastrées protègent contre les chocs électriques dus à un contact accidentel avec des circuits sous tension. Minimiser le métal exposé pour plus de sécurité. Donc, conformément à la norme CEI, les exigences de sécurité pour les assemblages des sondes portatives pour les mesures de tests électriques. La quantité de métal exposé à l'extrémité du cordon de test doit correspondre au potentiel énergétique d'une mesure donnée. Plus la catégorie est élevée, moins de métal exposé est autorisé. Donc, quand tu arrives avec une catégorie 2, là, tu peux avoir le 3/4 de pouce qu'on avait avant. Si on regarde là, les fils là, sur l'image, celui qui est tout exposé, ça, c'est pour du catégorie 2. Catégorie 4, bien là, on est rendu à 4 mm, on a mieux 0,16 pouces seulement qui est exposé. Certaines sondes offrent des protections de pointe extensibles pour répondre aux exigences de longueur de pointe réduite. D'autres fils sont livrés avec des protège-pointes pour minimiser le métal exposé. Testeur de tension sans contact. Donc, on peut s'en servir pour vérifier la fonction de détecteur de tension fonctionne correctement. Assurez-vous que le détecteur est conçu pour le niveau de tension mesuré et qu'il est suffisamment sensible pour votre application. Assurez-vous de porter également l'EPI approprié en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Assurez-vous que la tension dangereuse n'est pas blindée. Les testeurs de tension sans contact sont le moyen rapide et peu coûteux de vérifier la présence de tension sous tension les circuits, les interrupteurs, les prises CA avant de travailler dessus. Utilisez uniquement un multimètre numérique ou un testeur de tension de type contact pour tester l'absence de tension. Donc, on doit absolument avoir encore là notre multimètre. C'est un bon appareil pour vérifier rapidement, mais normalement, on doit se servir d'un multimètre ou d'un testeur de tension de type contact. Donc, il faut réellement toucher. FieldSense Technology. La technologie révolutionnaire mise dans la mesure de la tension. FieldSense détecte le champ électrique pour mesurer la tension. Le T6000 permet de mesurer la tension de contact, sans contact, ça c'est à gauche. La pince ampermétrique 377 FC et 378 FC permettent des mesures simultanées de courant et de tension CA. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc on peut mesurer en même temps la tension et le courant. Les technologies de sécurité intégrées continuent d'améliorer la sécurité des travailleurs et de l'équipement sur lequel ils travaillent. Tu n'as même pas besoin d'aller brancher tes fils avec cet appareil-là. Les outils de mesure sans fil. C'est une séparation physique dans les environnements d'arc électrique. On peut configurer l'outil Fluke Connect
puis s'éloigner pour mesurer, lire les données sur votre appareil mobile. Comme on disait tantôt, on avait 3 zones. On avait la zone très restreinte, la zone un peu plus sécuritaire, puis la zone réellement là où on peut travailler librement. Mais là, à ce moment-là, avec les appareils Fluke Connect, on peut aller brancher notre appareil, sortir tout de suite de la zone et on est en mesure de faire nos tests. Fluke Connect va améliorer la sécurité des outils sans fil, donc on peut s'en servir avec différents types d'équipements, laser de puissance, oscilloscope, caméra thermique. L'avantage, qu'on peut configurer les mesures à distance. On peut démarrer, arrêter la mesure à une distance sécuritaire. On peut faire une analyse des tendances avec l'application Fluke Connect. Donc, on n'est pas encore là dans la zone dangereuse. On peut afficher aussi plusieurs mesures simultanément. On est capable de visualiser jusqu'à 10 mesures en direct simultanément à une distance de sécurité d'équipement sous tension. Courant, tension triphasée, relation de cause à effet, consigner les problèmes intermittents au fil du temps, puis on peut vérifier l'état de sécurité électrique. L'affichage de la carte thermique, ou si on met mieux l'utilisation de caméras thermiques, bien, les caméras thermiques nous permettent de s'assurer que les équipements restent opérationnels. On peut capturer à une distance de sécurité. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comme je disais tantôt, on peut être à l'extérieur de la zone d'arc. La tension sous tension nécessite toujours des précautions de sécurité électrique complètes. Composants et systèmes d'accès non mesurables, autrement, tels que la longueur de plafond, aide à détecter les pannes imminentes dans presque tous les types d'équipements, puis on peut découvrir les problèmes potentiels dans les domaines qui seraient généralement ignorés. La plupart des mécanismes de défaillance de l'équipement impliquent une augmentation significative de la température de fonctionnement bien avant que la défaillance catastrophique se produise. Donc, avec une caméra thermique, on est capable de voir quand ça commence à chauffer, puis on va être capable, en mesure, de prévenir les problématiques. Analyser l'invisible avec l'infrarouge. Donc, un échauffement anormal associé à une résistance élevée ou à un flux de courant excessif est la principale cause de nombreux problèmes dans les circuits électriques. Résoudre le problème de connexion électrique, détecter les connexions desserrées à haute résistance, vérifier le déséquilibre des systèmes électriques triphasés, équilibrer les charges et la marque et identifier la consommation de courant excessive. Inspecter en toute sécurité les appareils de communication et de panneaux. Donc, on peut mettre, pour se protéger encore plus, des fenêtres infrarouges. Si vous avez des circuits que vous voulez vérifier sur une base régulière, annuelle ou au mois, et ainsi de suite, bien, au lieu d'ouvrir la porte à chaque fois, on peut investir dans une fenêtre infrarouge. Puis à ce moment-là, on fait juste ouvrir la fenêtre infrarouge, donc on reste dans la zone sécuritaire parce qu'on n'a pas accès directement. Puis on est capable d'aller prendre les mesures à l'intérieur. Dépendant du type de test qu'on veut faire, bien, ça se peut qu'on ait besoin de lentilles appropriées. Comme j'expliquais tantôt, si on est installé à une distance de quelques mètres du panneau, puis qu'on veut être capable de voir la grosseur d'un fil, bien, ça va me prendre une caméra avec une lentille adéquate. Sinon, je ne serai pas capable de voir le fil. Je vais voir que ça chauffe, mais je ne serai pas capable de le mesurer. Dans les lentilles, bien, il y a différentes lentilles qui existent. On va voir ce qu'on appelle des lentilles grand angle, pour voir très large. Ça peut être super intéressant si on met les fenêtres infrarouges qu'on parlait tantôt. Il y a des lentilles standards, donc on va servir pour mesurer une distance raisonnable, et les longues distances pour voir des objets plus loin. Fait que si on regarde rapidement, une lentille standard, une grand angle où est-ce qu'on voit beaucoup plus large, et une téléphoto où est-ce qu'on va aller zoomer sur l'objet. Test, formation et maîtrise des instruments de test. NFPA stipule que les employés doivent être formés pour sélectionner un instrument de test approprié pour une tâche donnée, démontrer comment utiliser un instrument de test, interpréter les résultats, comprendre les codes de l'instrument de test, effectuer une inspection visuelle de l'instrument de test et des accessoires, effectuer une vérification opérationnelle sur une source de tension connue, puis identifier une mauvaise application. Gardez la sécurité en tête. Restez à jour sur les normes et les codes de sécurité. Sélectionnez le bon outil pour le travail. Rappelez-vous des catégories
et les codes de tension. Auditez votre inventaire d'outils de test. Assurez la conformité et les codes dans la norme de l'industrie. Vérifiez la disponibilité opérationnelle de vos outils. Commandez des pièces de rechange le cas échéant. Puis intégrer la formation et les briefings à votre travail quotidien opérationnel. Merci d'avoir participé à notre webinaire sur la sécurité des appareils avec Fluke. Bien, merci beaucoup, Claude. Beaucoup d'informations qu'on a à couvrir aujourd'hui et c'est le temps de questions et réponses. Donc, s'il vous plaît, profitez en vous de la présence de Claude avec nous aujourd'hui. Posez vos questions, n'importe quelle. Juste avant, une petite note rapide. Si vous avez des questions spécifiques aux produits, les spécifications des instruments spécifiques ou des prix et disponibilité, nous vous encourageons à visiter notre site web itm.com. Vous y trouviez la liste de produits, les prix, disponibilité, fiches techniques, tout ça. Puis, vous pouvez nous trouver nos coordonnées pour poser toutes les questions spécifiques à votre application ou de vous aider à trouver une solution directement pour toi. Donc, on a reçu un couple de questions déjà. Je pense qu'on a déjà couvert, mais on va le demander encore. Les catégories sur les instruments, les multimètres et tout ça, sont bien écrits sur l'instrument. Et sinon, est-ce que c'est, comme vous avez dit tantôt, sont trop vieux ou c'est... Ben, est-ce que sont trop vieux? sont trop vieux et sont probablement pas sécuritaires. Parce que comme anciennement, il n'y avait pas de normes, bien, les appareils n'avaient pas été développés avec les systèmes de protection actuels. C'est pour ça que si tu as un vieux multimètre, si tu n'as aucune catégorie d'indiquée dessus, à moins que tu fasses du AB sur un petit circuit 12 volts chez vous, tu ne devrais pas t'en servir dans des circuits triphasés, dans des hautes tensions, donc tout ce qui peut être 300 volts et plus. Une autre question, est-ce que tous les manufacturiers des instruments électriques puis tout ça doivent suivre les normes qu'on a parlé aujourd'hui? Ben, c'est des recommandations. Comme je disais tantôt, il y a certains appareils qui peuvent avoir été faits pour des hobbyistes. Donc, ils n'ont pas besoin de rencontrer ces normes-là. Mais si on veut s'en servir au niveau industriel, oui. Prochaine question, on parle de Fluke directement. On a parlé de Fluke Connect. Les instruments qui en ont cette option-là, cette capacité-là, est-ce que sont sur des instruments seulement pour les zones dangereuses ou les zones dark? Ou est-ce qu'il y en a des autres instruments qu'on peut utiliser avec le Fluke Connect là-dessus? Oui, en réalité, on peut s'en servir pour d'autres choses, comme tu peux avoir des sondes de température que tu peux te servir pour mesurer la température à différents endroits. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour les zones dangereuses. Un petit rappel, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat ou la fonction de questions sur le GoToMeeting pour poser vos questions. Il nous reste à peu près 8 à 9 minutes. Donc, ici, quand on parle des caméras thermiques dans les zones dangereuses, est-ce qu'il y en a des caméras spécifiques qu'on doit utiliser pour obtenir tous les points qu'on a besoin, les températures et tout ça? Est-ce que ça change caméra à caméra ou comme lentille à lentille? OK. La caméra thermique elle-même, il n'y en a pas qui ont été faites pour travailler dans les zones dangereuses. Donc, la caméra, normalement, ne touche pas à rien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de normes pour ça. Cependant, ce qui est très important, c'est de s'assurer qu'on est capable de voir la grosseur de fil à la distance qu'on veut faire nos tests. Trop souvent, les gens vont acheter une caméra thermique basée sur le prix et c'est une caméra qui n'est pas nécessairement faite pour mesurer un fil électrique, mais pour donner une image générale.
C'est pour ça que c'est très important de s'assurer d'avoir la bonne résolution caméra, mais aussi la bonne densité, dépendamment du test qu'on veut faire. Donc, ouais, OK. On va voir ici. Ben, si il nous reste aucune question pour aujourd'hui, aucun problème. Si vous avez des questions après le webinaire, encore, vous pouvez nous visiter à itm.com, trouver toutes nos coordonnées, puis connecter avec un de nos représentants techniques pour répondre à vos questions. Donc, une dernière rappel là-dessus. Non, on n'a rien aujourd'hui. Donc, Claude, on va vous remercier pour la présentation aujourd'hui. Plein d'informations. Puis, j'espère que tout le monde a trouvé bénéfice puis utile. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous sommes disponibles pour vous aider, comme j'ai dit tantôt, visitez notre site web itm.com pour trouver tout que vous avez besoin. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerons que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous rapporter les sujets qui vous intéressent. Aussi, on a une guide de remerciement pour votre participation aujourd'hui. Donc, votre nom sera inscrit sur un tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos canaux de médias sociaux. Donc, assurez de nous consulter là-bas. Et encore, Claude, merci pour la présentation. Merci à tout le monde de nous joindre aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.